Only Boost Mobile. Boost Mobile? We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. Exécuté par Qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Dans cette émission, un mardi sur deux et tous les vendredis, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils y ont été éduqués, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent tout simplement. Je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. J'anime des émissions de conversation sur différents sujets, la paternité, la maternité, le succès, les masculinités et bien sûr l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web fabflorent.com, fabflorent.com. Pour revenir à l'argent, je me suis également formé à devenir spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne désormais des dirigeantes, des dirigeants, des freelances mais aussi des salariés à transformer durablement leur relation à l'argent. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire que l'histoire d'argent vous a beaucoup aidé à apaiser votre relation à l'argent et vraiment, j'en suis ravi. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant de l'argent avec votre carte bleue ou en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est dédiée à l'argent et vous trouverez toutes les infos, encore une fois, pour me contacter dans les notes de cet épisode si vous souhaitez passer à mon micro. Merci d'avance. Et tu... Bonne année. Effectivement, bonne année Anne-Sophie. Et oui, c'est la rentrée, on se dit bonne année aussi à la rentrée. Je sais pas. Tu dis ça toi en tout cas ? Ah ouais, je sais pas, je trouve que c'est des cycles qui commencent moi, septembre. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis en année 9 en plus, Fab. Ah, t'es dans la numérologie ? Attends, c'est quoi alors l'année 9 ? Pas pour tous les gens qui suivent pas, parce que c'est la fin du cycle, c'est ça ? Ouais, c'est la fin du cycle. On a géré ces dossiers, mais après ça dépend de ton année de naissance. Mais moi je suis en année 9 et j'ai écrit un roman graphique qui s'appelle 9. Oh. Mais j'ai choisi le titre avant de savoir quand j'étais en année 9, c'est ça qui est... Incroyable. Tout est aligné. Bienvenue dans Histoire d'argent, Anne-Sophie. Tu es... on en parlait juste avant, c'est difficile de te définir. Tu es autrice, tu es comédienne, tu es donc désormais podcasteuse aussi, mais parce que tu as écrit un podcast, tu as réalisé aussi ce podcast, parce que c'est toi qui es derrière le montage, j'imagine. Ouais. Hein. J'ai été aidée, bien sûr, sur le montage, mais c'est moi qui ai réalisé, ouais. C'est toi qui as mis les trucs bout à bout pour faire en sorte que ça tienne dans cet ordre-là, en tout cas. Et ça, pour moi, c'est de la réalisation, je crois. Hein. Oui. Et en fait, tu sors là, t'as deux grosses actus qui nous permettent de nous retrouver aujourd'hui. T'as à la fois donc ce podcast qui fait partie de la série Émotion, c'est ça, chez Louis Média. 2 épisodes. 2 épisodes du hors-série. Ça s'appelle Anne-Sophie et le Loup. Et donc ça entre dans la case Émotion et c'est un hors-série de 2 épisodes. Voilà, ça dure 1h30, c'est ça à peu près ? Un match de foot. C'est intense, c'est incroyable, ça marche très très bien, ça fonctionne à merveille. C'est super bien monté parce que ça, en tout cas moi je l'ai écouté d'un trait, c'était vraiment, tu m'as attrapé et après tu m'as plus lâché quoi. Mais cool. Et t'as une adaptation, parce que pourquoi faire un truc quand on peut en faire 2 ? T'as aussi l'adaptation de cette histoire en roman graphique, et donc ce fameux roman qui s'appelle 9 dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, quoi. mais, chez Tana, c'est ça ? Ouais, c'est chez Tana Édition et c'est illustré par Manon Carcenti. Mais l'idée, c'est que le roman graphique, c'est un petit bout du documentaire audio. Donc en fait, le documentaire audio, il raconte les 7 années qui précèdent une retraite de silence. La retraite de silence, je la raconte dans le roman graphique. Et après, dans le 2e épisode du podcast, c'est les 3 années qui suivent cette retraite de silence. Et alors, pourquoi on se retrouve dans Histoire d'argent aujourd'hui ? Ah là là ! Oh là là ! Je dois vous avouer quelque chose. Oui, dans le podcast, à un moment donné, tu fais le calcul d'argent que tu as dépensé en thérapie. Autour de 50 000, c'est ça ? 50 000 €? Ah ouais. Oui, je crois que c'est ça. Mais en fait, non, mais parce que c'est difficile de ne pas continuer à dépenser de l'argent en travail sur soi, parce que ça amène tellement de choses positives que je crois que maintenant j'ai dépassé les 50 000 €. Mais c'est vrai que cette somme de départ, quand j'y ai fait face, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu mettre cet argent dans un appartement ou de côté, le faire fructifier autrement.
Et non, en fait, je l'ai investi en moi, ce qui fait très, très nombriliste, comme ça, à première vue. Et je crois pas, enfin, j'ai dû travailler cette croyance que c'était nombriliste de dépenser 50 000 € en développement personnel et en thérapie. Et je me suis aperçue qu'au final, aujourd'hui, je me dis que je trouve plutôt égoïste et immature de pas travailler sur soi. Parce que finalement, c'est faire porter la responsabilité aux autres de ses émotions, de ses défauts, de ses comportements excessifs. Donc, au final, à tous ceux qui croient que le travail sur soi est assez nombriliste et égoïste, je dirais que pas du tout, ça aide aux relations, justement. Oui, ça aide, je crois, à être, comme tu dis, beaucoup mieux avec les autres. En tout cas, si ça ne sert pas à ça, c'est problématique. Et ça peut exister aussi. Peut-être que le travail sur soi peut aussi rendre un peu égocentré à un moment donné. Mais bon, en finalité, après ces 7 ans de thérapie multiple, j'ai l'impression d'être meilleure en relation, quoi. Enfin, j'essaye encore, hein. Et je fais aussi de la merde. Mais quand même, cet argent investi a eu des répercussions positives. Non. Qui n'en fait pas, franchement. Même Gandhi, il fait de la merde, wesh. Oh, waouh! Attends, mais gros. La révélation, choc! Mais on va parler un petit peu de ce que tu projettes sur ces 50 000 €, etc. Mais en fait, on peut peut-être dire aussi que le truc marrant, c'est que toi et moi, on s'est rencontrés, donc justement dans un stage de développement personnel. Oui. Il y a 3 ans de ça, je crois, 4 ans de ça. Absolument. C'était très, très marrant. Comment va ton ego? Il va beaucoup mieux, écoute, depuis ce stage. Work in progress, hein. Ça nous sert quand même. Oui. Ah, moi, ça m'a servi, ça m'a changé la vie. Voilà. Je vais, pour faire simple. Toi aussi, j'ai l'impression que ça t'a changé la vie, mais on va en parler, en tout cas, de tout ton parcours thérapeutique. Mais avant ça, Anne-Sophie, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, c'est une croyance terrible. C'est la croyance et la peur de ne pas réussir à gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Parce que j'ai grandi avec un papa qui travaillait énormément et qui nous a inculqué le fait que pour gagner de l'argent, il fallait travailler dur. Donc moi, c'est une croyance que je me traîne et que je me traîne encore plus depuis que j'ai fait le choix radical de plus faire des métiers créatifs, artistiques, d'écriture, qui sont pas des voies où je gagne beaucoup d'argent. Donc c'est ce rapport à l'argent, il reste quelque chose de très compliqué pour moi aujourd'hui. Ok. Et tu viens de quel milieu exactement? Moi, je viens d'un milieu aisé. Enfin, mon papa était là, il est à la retraite, mais il était médecin chirurgien. Il travaillait comme un fou. Vraiment levé 6 du mat, couché à minuit. On va lui faire un bisou dans son cabinet en pyjama à 23h. Le dimanche, il travaille, il opère. Enfin, c'est un bosseur. Mais du coup, j'ai été aidée financièrement. C'est-à-dire que, et je pense qu'une partie du temps qu'il passait à travailler, finalement, lui, il a toujours dit aussi que ce confort financier qu'il amenait à la famille, parce qu'il était le seul à travailler entre mon père et ma mère, c'était sa façon aussi de nous aimer. Donc encore une autre croyance qui est l'argent et de l'amour. Donc ça, ça m'a travaillé aussi, dans mes relations, Oui. J'imagine avec un papa qui te dit, alors, tiens, tu veux de l'amour, voici de l'argent. Par ailleurs, il était aimant. C'est juste qu'il était moins souvent là. Il était tendre, aimant, peu souvent là, mais lui, et il le fait encore aujourd'hui. Et je suis pas totalement. Je trouve que c'est pas totalement faux aussi, quoi. Il y a quelque chose dans cet amour, c'est qu'il a, par exemple, quand je lui ai dit, ok papa, je veux être comédienne, c'est complètement fou à 40 ans. Je voudrais reprendre des études et tout. Il m'a encouragée. Il m'a dit, ok, moi je t'encourage à le faire. Donc il y a quand même une notion entre l'amour et l'argent. En tout cas, il y avait ce soutien de me dire, ok, moi je suis fière de toi de faire un choix radical. Et si t'es dans la merde, on pourra t'aider, quoi. Mais débrouille-toi quand même bien. Et travaille dur. Ça, c'est sa construction. Je pense qu'il a hérité de cette vision-là, de se dire, il avait lui-même un père ingénieur. Et pour lui, quand mon père, il voulait être soit mécanicien, soit chirurgien. Mais en tout cas, il voulait travailler avec ses mains. Réparer des machines. Bon, là, il répare des machines humaines.
Et son père, quand il a fait ce choix, lui a dit non mais en fait c'est de la merde, c'est pas respectable. Donc en fait c'est très rigolo de voir comment cette espèce de rigueur ou cette dureté au travail, elle est quand même très héritée de la famille, quoi. Donc là, moi, Oui. avec mes choix un peu précaires, je vois qu'aujourd'hui on peut avoir des discussions qui sont assez rigolotes parce que je pense qu'à un endroit peut-être il envie la liberté que j'ai eue de me dire ok, je vais diminuer mes revenus. Revenus. Et ça va bien se passer quand même. Enfin, je veux dire, je vais réussir à être heureuse avec moins. Bon, ça a ses limites. On va en parler. Mais en fait, c'est trop intéressant parce que justement, comme quand tu dis, ok, il achète finalement l'amour avec l'argent, c'est important aussi de venir, comme tu l'as dit, de pas venir dissocier ça du fait que, en fait, il y avait pas d'amour, il y avait pas de tendresse, il y avait pas de comportement aimant. C'est juste qu'en fait, finalement, le temps qu'il a pas passé avec toi, j'imagine plus jeune et en fait de sacrifice dans son boulot, finalement, il s'est dit, ok, bah en fait, la contrepartie de ça, c'est que bah il y aura de l'argent, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant aussi de voir, et c'est pour ça aussi que je trouve que ce podcast est incroyable et toutes les histoires qu'on vient de me raconter sont incroyables, c'est que on vient se refiler la relation à l'argent à chaque fois de façon très inconsciente et en creux, tu vois, parce qu'on s'est jamais dit, tu vois. Donc typiquement là, t'es là, bon bah en fait maintenant il faut que je travaille comme une mule parce que j'ai vu mon père qui travaillait comme un tanné aussi, quoi. Donc faut faire le taf, quoi. Bah, Donc pour toi, non, pardon. vas-y. Bah, en fait, moi, ce qui est fou, c'est que du coup, j'ai eu ça. Et je me suis dit, bah, à un moment donné, je veux faire le choix radical de changer de voie. Donc, j'étais journaliste en télé et je me suis dit, bah, j'ai moi le souhait de raconter des histoires, mais avec plus de liberté. Mais plus de liberté, ça veut dire le faire en roman graphique ou le faire en podcast. Et donc, faire ce choix n'a pas fait pour autant que je me suis libérée de cette croyance, parce que je peux encore vivre aujourd'hui de la culpabilité avec un horaire qui est flexible. C'est-à-dire que je vais choisir de me lever super tôt, je vais travailler 4 heures. Je sais que je peux pas écrire 8 heures d'affilée. Et pendant les 4 heures après, il y a des jours encore où ça me traverse de me culpabiliser, de me dire, en fait, tu crois que tu vas y arriver comme ça, ma fille? Bah non. Et c'est drôle, quoi. Mais bon. Et par ailleurs, il y a aussi, si je regarde l'année que je viens de passer, j'ai vraiment passé 1 an à écrire tout le roman graphique d'automne-hiver, et printemps-été, c'était le podcast. Et en fait, j'ai travaillé, mais comme une enragée. C'est-à-dire que ce que j'ai été payée par rapport aux heures de travail, c'est insensé. Donc c'est marrant parce que la croyance est là de me dire tu peux pas te laisser aller, et puis en fait quand en réalité je travaille et que je suis rémunérée, je suis pas rémunérée à hauteur des heures passées à écrire et à réfléchir à tout ça. Donc et comment tu le vis ça alors? Ben j'ai fait le choix, je me suis dit en fait j'ai tellement envie de raconter ces histoires que j'ai pris un accord avec mon cerveau de dire que j'allais pas me martyriser l'esprit avec ça. Je me suis dit, est-ce que t'es prête à lâcher cette histoire pour une question d'argent ou pas? Enfin, et donc abandonner le fait de raconter cette histoire. Et je me suis dit, j'ai pris du temps, 3 jours quand j'ai eu le montant auquel j'allais être payée. Et en fait, je suis revenue vers mes productrices et j'ai dit, en fait, cette histoire, elle doit exister. Et donc, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Après, il faut que je travaille pour vraiment, maintenant, de manière alimentaire, permettre de rattraper, entre guillemets, l'argent que j'ai pas gagné. Donc, mais il m'a fallu 3 jours pour me dire, en fait, c'est insensé, parce que la somme ne reflète pas du tout je sais même pas faire un calcul auto-horaire, quoi. C'est un délire. Mais il faut pas, je crois. C'est impossible, sinon tu te flingues. Mais, oui. Mais je l'ai fait et je me suis dit, non, mais en fait, c'est plus fort que moi, je veux trop raconter cette histoire. Bah oui. Et puis après, je me suis dit aussi, alors ça c'est un pari chelou, mais je me suis dit, pour moi, si je ne fais pas un choix radical, d'être entièrement vouée à cette envie d'écrire, ça n'arrivera pas et ça ne sera pas rémunérateur. Je peux pas attendre que ça soit rémunérateur pour le faire. C'est sûr. Mais bon, reparlons-en dans 10 ans. Bah oui, mais en attendant, peut-être que tu gagneras moins d'argent, mais tu auras peut-être une vie beaucoup plus proche de ce que tu as envie de faire, quoi. Tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Vraiment, ça c'est sûr. Et donc, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est d'avoir plus d'argent dans une vie qui te convient moins, ou c'est d'avoir moins d'argent dans une vie qui te convient mieux? Ça reste avoir moins d'argent dans une vie qui me convient moins. Et... Mieux. Ah ouais.
Énorme. Exactement. En fait, c'est d'être malheureuse sans argent. Voilà. Non. On peut tromper 1000 fois. Non. On peut tromper 1000 fois 1000. Non. Oh, écoute. C'est d'être très heureuse avec plus d'argent. Ouais, c'est ça que je veux, moi. Mais ça, c'est bien sûr. Tu peux aussi te créer ce mindset-là. Bah, c'est ce que je travaille pour le coup. C'est vraiment, je fais des visualisations comme ça, de me dire, ok, parce que aussi la richesse, mais c'est peut-être très bateau, mais oui, la richesse, elle vient dans ma vie de plein d'autres choses. Mais c'est pas bateau. Je suis pas d'accord. T'as raison, elle vient de quoi, par exemple? Des relations amicales, du soutien psychologique que j'ai de relations amoureuses qui sont enrichissantes, qui sont belles. Il y a aussi beaucoup plus de saveur à des choses qui coûtent que dalle. Et donc ça, c'est aussi ce que j'ai appris en réduisant mes revenus, c'est que moi, voilà, je vais revenir à ça, mais c'est vrai que c'est une des parties du podcast, je le raconte. Moi, faire un câlin à un arbre ou me coucher dans un jardin est aujourd'hui une source de bonheur bien plus élevée que quand j'allais me taper des boutiques où j'allais m'acheter des fringues. J'en ai plus rien à foutre aujourd'hui. Only Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. Think enterprise software is too costly, too complex, and takes too long to get up and running? Think again. Workday Go makes simplifying your small or mid-sized business simple. HR and finance together on one powerful AI platform right at your fingertips. Workday Go gets you live fast and fits the needs of your business. Find out what Workday Go can do for you. Go with Workday Go. C'est limite cliché, mais en vrai, je trouve ça génial non, mais on s'en fout, que t'aies trouvé le chemin pour y accéder, tu vois. Oui. Parce que sans doute qu'avant, t'avais pas cette possibilité-là et cette porte-là qui était ouverte pour toi en fait, je vais aller faire un câlin à cet arbre et je vais kiffer plutôt que, il faut que je m'achète une nouvelle paire de pompes ou un nouveau chemisier pour être bien dans ma peau, quoi. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais juste avant qu'on démarre, est-ce que tu vas me coacher, tu vas m'ouvrir à l'abondance? Mais en fait, t'as tout dit. C'est-à-dire que pour moi, dans cette société capitaliste, qui est quand même un peu une grosse saucisse, tu vois, le problème, c'est qu'on passe notre temps à évaluer notre valeur personnelle par rapport à l'argent qu'on gagne ou à l'argent qu'on a. Mais tout ça, c'est des conneries, quoi. Tu vois, une fois que tu ne manques pas d'argent, c'est-à-dire au point où tu finis j'entends plein de gens qui ont la peur de finir sous un pont, quoi, tu vois. Donc une fois que t'as un toit, que t'as de quoi manger tous les mois, après c'est à toi aussi de décider, ok, où est ma richesse, quoi, tu vois. Et elle est pas forcément sur ton compte en banque. Mais après, c'est sûr que tu viens de nommer des besoins primaires qui sont avoir un toit et bouffer. Et en fait, moi, je m'aperçois là que cette année, réellement, je suis vraiment limite, quoi. C'est un gros délire. Non, mais galère ultime, là. Tout sort et donc c'est l'abondance parce que je mets au monde des projets qui sont les plus intimes, les plus jolis pour moi. Enfin, en tout cas, où j'ai eu l'impression d'arriver à un niveau d'écriture dont je rêvais, dont j'étais pas tout à fait sûre d'être capable. Donc, je suis très contente d'avoir réussi ce travail. Mais j'ai plus une thune, quoi. J'ai atteint un niveau de précarité qui est où je me dis, mais peut-être je suis tarée d'avoir pris ce risque. T'as appelé papa ou pas? J'ai peur, ouais. Tu vois. Ah, t'as peur de l'appeler? Non, j'ai pas peur de l'appeler. J'ai peur de devoir le faire tellement. Oui, là, okay. J'ai à retrouver assez rapidement une activité alimentaire pour renflouer les caisses, quoi. Tu vois. J'ai pris un risque énorme. Est-ce que tu regrettes? À zéro. Non, vraiment pas. Mais j'aimerais retrouver parce que j'ai 40 ans et j'aimerais être tranquille, quoi. Tu vois, me dire. Je peux reprendre des cours de yoga ou là j'ai limité vraiment, mais j'ai fait le tri, j'avais un compte Audible, tu sais, d'écoute de livres audio, ça me fait kiffer, j'ai enlevé. Avant cette année là, en septembre de l'année passée, j'ai fait le tri dans tout. Donc tous mes abonnements, les Netflix que j'avais depuis longtemps, mais qui sont du luxe, hein, j'ai bien mesure de ça, mais
J'ai fait le tri minutieusement de tout ce qui pouvait encore me prendre de l'argent et en gardant ma salle de sport. Et quand même, là, vraiment, les charges sont trop grandes par rapport à ce que je gagne. Donc, mon équilibre, il est pas du tout, il est pas confortable et il est pas à la limite du zéro, quoi. Je suis en négatif. Donc, c'est assez troublant comme période parce que c'est la plus belle et la plus abondante sur les projets sortent et j'ai des retours merveilleux. Mais j'ai 40 ans et vraiment, c'est chaud, quoi. On s'en fout un peu que t'aies 40 ans, non? Enfin, je comprends. En fait, pour moi, quand tu dis ça, je me demande ce qu'il y a derrière. C'est que fatalement, tu vois, je vois mes parents à 40 ans, ils étaient en sécurité. Moi, ouais, ils étaient en sécurité. En tout cas, dans leur quotidien, je parle. Ouais. Moi, dans mon quotidien, là, si vraiment je dois réparer la chaudière, je suis dans la merde, hein. Et elle commence à déconner. Ouais, je comprends. Mais ce qui est improbable. Mais comment dire? Est-ce que tu vois aussi que tu as choisi une trajectoire de vie qui t'amène à avoir aujourd'hui cette relation-là à l'argent, justement, tu vois? Et moi, je trouve ça trop beau que tu vois que t'aies réussi à dépasser les peurs dont tu parlais, tu vois, par rapport à l'argent, etc., pour te dire, ok, je me lance là-dessus de façon radicale et j'y vais, quoi, ouais. tu vois? Enfin, moi, je trouve que j'entends, tu vois, les peurs qu'il peut y avoir derrière, mais en fait, bon, déjà, moi, je suis convaincu que tu vas trouver du taf sans aucun problème, parce que de toute façon, tu as toutes les ressources en toi. Mais ce que je me dis aussi, c'est, en fait, tu viens de te prouver à toi-même un truc qui est inestimable. Oui. En termes de valeur. Oui, complètement. Et après, je sais aussi, par ailleurs, que je suis capable de... Là, par exemple, je sais que je vais travailler avec une copine, je vais emballer des trucs des objets qu'elle fabrique. Elle est entrepreneur et je fais des emballages, là. Ouais. Et en fait, j'ai un plaisir fou aussi à me dire, ok, je vais prendre une activité manuelle, je pourrais aller travailler au Café du Coin et servir. Il y a un truc où je sais que j'ai pas de problème à faire de l'argent, j'ai pas d'ego par rapport à la mission. Je vais pas me dire, ah non, ça, jamais de la vie, je vais pas le faire. Parce que je suis Anne-Sophie Delcourt. Non, ça, c'est pas ça. Je suis podcasteuse, d'accord, maintenant? En revanche, c'est marrant, j'ai plus de difficultés dans le fait d'aller retourner dans un travail comme avant, où je travaillais avec des gens, où j'avais pas leur valeur, etc. Donc ça me coûte là vraiment, et c'est de l'ego aussi, mais j'ai plus du mal à me mettre dans la case dans laquelle j'étais avant, de me dire, je suis pas sûre d'aimer l'histoire que je raconte là, et où par ailleurs je gagnais plus d'argent. Donc c'est assez troublant ce mouvement. Moi je trouve ça génial que t'aies eu le courage de le faire et de te dire ok, j'y vais et je me lance, quoi, quitte à ce que ça soit vraiment déséquilibrant pour toi, quoi. Mais c'était radical. Enfin, je sais pas comment t'expliquer le nombre de fois où j'ai appelé mes potes en chiale en disant, tu vois, comme tu le nommais tout à l'heure, je vais finir sous un pont. Non, je finirai jamais sous un pont. Je le sais parce que je rattraperai la barque avant, tu vois. Mais j'ai des moments d'angoisse par rapport à la thune, mais qui me dévastent. Où je peux passer 3 jours à me dire, je vais pas m'en sortir. Et par ailleurs, quand même, ça ne me bougeait pas de mon élan et de cette envie précise de mener à bien ces projets. Parce que ça fait 7 ans que je les traîne. Hein. Alors, tu vois, c'est marrant parce que j'ai déjà reçu des enfants, on va dire, qui avaient des parents qui avaient de l'argent. Et souvent, il y a ce truc de... En fait, quoi qu'il arrive, je sais qu'à un moment donné, il y a papa et maman derrière, soit qui vont me donner de l'argent, soit en fait, à un moment donné, ils vont mourir et en fait, ça va tomber. T'as pas ça? Bah, en fait, techniquement, si. Mais dans ma tête, pas du tout. Oui. Alors, c'est plutôt dans ta tête, tu l'as, mais dans ton cœur, voilà. C'est pas descendu émotionnellement. Ça ne percute pas dans ma tête, en effet. Et quand je suis au point de leur demander de l'aide, tu vois, temporairement et tout, ça me met dans un mal-être. Je déteste ça. Il y a un truc où je me sens coupable, comme si... qu'est-ce qui se joue? C'est juste, je me dis, mais en fait, je suis mature, je suis responsable, j'ai vraiment pas... Je suis pas à l'aise avec ça. Et à aucun moment, je me dis... ouais, en fait, détends-toi, ça va bien se passer. Non, je suis pas, en vrai, je suis pas détendue. Mais je fais quand même ce choix, donc c'est très contradictoire. Bah, parce que t'as pas d'autre choix, je crois.
Moi, j'arrive plus à être désalignée avec ce qui me prend aux tripes. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Mais c'est confrontant, quoi. Et quelque part, c'est intéressant aussi de voir que ton chemin thérapeutique, qui t'a sans doute amené à travailler sur toi, sur tes besoins, sur ton besoin d'être aligné, etc., finit par te pousser à te mettre dans cette situation. Ah bah ouais. Non mais bien sûr. Oui, c'est le comble du comble. C'est hilarant. Oui. Bah, je sais pas si c'est hilarant, mais en tout cas, je trouve ça génial de voir comme tu as créé toi-même les circonstances de mon cercle vertueux ou vicieux? Voilà. Bah, en tout cas, pour l'instant, moi, je le vois. En fait, ça dépend comment tu le vois. C'est-à-dire que pour moi, je le vois comme un cercle vertueux. Bah oui. Mais j'entends qu'il y a une part de toi qui le voit comme un cercle vicieux de, ah putain, l'argent. Oui, mais il y a un endroit où, si je me dis c'est un cercle vertueux, c'est aussi un peu prétentieux parce que, en fait, quand tu t'écris quelque chose et que tu dis, non, mais ça va donner quelque chose, le succès va arriver à un moment donné où je vais réussir. Parce que moi, je souhaiterais réussir à être payée pour ce que je travaille. C'est pas le succès, c'est juste me dire, ok, je peux, tout le temps que je passe à réfléchir, travailler, écrire et tout, ce serait juste être payé pour ces heures, quoi. Bah oui. Ce serait trop bien. Alors là, mais je suis la reine. C'est tout ce que je te souhaite, hein. Mais c'est aussi, je trouve, le pendant du métier artistique. Ah quoi. Oui, c'est la base. Et déjà, juste le fait d'avoir l'opportunité d'être produite, d'être publiée, je mesure déjà la chance. Enfin, c'est un combat parce que tu te prends 45 000 portes dans la gueule avant qu'une s'ouvre. Mais quand même, quand ça arrive, c'est déjà une chance inouïe, quoi. Bon. Ok. Parlons de ton enfance. Est-ce que t'as un Oui. Est-ce que t'as un souvenir d'argent Eh ben, qui t'a marqué dans ton enfance? Ouais, et c'est très drôle parce que tu auras la résolution quelques années plus tard. Enfin, c'est-à-dire que alors est-ce que je commence par la semaine passée, les jours où donc en fait la BD est sortie, je suis rentrée en Belgique et je suis allée passer une dernière après-midi avec mon oncle, qui était la seule personne qui était artiste dans la famille, qui était peintre et qui ne vivait pas de ses croûtes. Okay. Donc il avait un boulot dans les assurances et à côté c'était un homme artiste qui avait une verve pas possible, qui prenait la parole, qui faisait des blagues géniales et il faisait des peintures et lui il a toujours rêvé que ça marche. Ça n'a pas vraiment, il a jamais pu en vivre. Et en fait je suis allée le voir parce qu'il est tombé malade et il n'arrivait plus à se déplacer ni à parler, donc ça le rendait fou parce que son cerveau était intact et il n'arrivait plus à utiliser sa voix. Et donc, il a décidé de partir plus tôt parce qu'en Belgique, l'euthanasie est permis. Et donc, ma BD est sortie le jour où il s'est fait euthanasier. Et par ailleurs, on s'est retrouvés... bon, c'est pas badant. Enfin, moi, je trouve ça très, très heureux parce qu'il était très apaisé avec cette décision et qu'on a passé une après-midi magnifique où le gars nous a quand même demandé avant de partir... On lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais, Philippe, avant de partir? Et le gars nous a dit, je voudrais un bracelet noir, un bracelet brésilien noir. Et donc, avec ma sœur, on lui a... Et c'est trop bien comme demande. Je sais pas, moi je demande du champagne, je sais pas, je crois que je sais toutes les drogues que j'ai jamais essayées. Enfin, et lui il nous demande un bracelet brésilien. Et donc on a tissé ce bracelet avec ma sœur, on lui a donné. Et c'est te dire à quel point il avait vraiment cet esprit fantasme, c'est que il a décidé de prendre un cercueil sur lequel on pouvait dessiner. Donc j'ai jamais vécu ça, mais le funérarium c'était une fête. On était avec des feutres fluo et on dessinait des trucs, des fleurs, des trèfles, des petits mots sur son cercueil. Et donc fallait voir l'image parce on a eu une cérémonie à la messe de ce cercueil un peu rock'n'roll au milieu de cette église. Et en fait le prêtre pendant la messe a fait un discours en fait sur la gratuité de l'artiste. Et en fait, moi, ça a ruisselé de larmes sur mon visage parce qu'en fait, il mettait en avant. En fait, c'est l'artiste est dans une société pour revendiquer la gratuité alors que le système est capitaliste. Et lui, il est là pour dire en fait, moi, je vais vous montrer que la notion d'argent n'a rien à voir avec l'acte créatif ou le désir de raconter des histoires. Et en fait, moi, ça m'a énormément troublée parce que ça venait au moment où le podcast sortait et où la BD sortait.
Et donc ça venait répondre à ça, de me dire en fait c'est peut-être ça ma place aussi, c'est d'être un espèce de une personne qui essaie de tenir les deux bouts, mais qui est portée par l'envie de raconter des histoires. Et donc je termine par ça, mais du coup j'étais appelée pour faire une petite intention, donc j'ai écrit un petit mot par rapport à justement la créativité. Donc en fait tout était très lié. Et juste avant de parler, j'ai pris un chewing-gum. Et je suis arrivée au pupitre et j'ai enlevé mon chewing-gum et j'étais le coller sur son cercueil. Et du coup, l'église est partie en fou rire parce que c'était la seule personne dans ma famille ou dans ma vie, je crois, à qui je peux faire ça, tu vois. Et alors, ça me ramène à mon enfance où en fait, c'était la seule personne dans ma famille où en fait, le gars, il était là, en pyjama, à dessiner, à peindre pendant des heures. Et moi, je le voyais, lui, avec, en effet, cette liberté et ce truc de... même s'il gagnait pas sa vie avec ça tenait une place hyper importante dans sa vie. Et c'est la première personne qui m'a dit, il y a un moment où moi, je jouais de la guitare, il m'a dit, viens à mon vernissage, tu vas jouer. Alors que je jouais mal. Enfin, franchement, c'était un délire, ce que je faisais avec une guitare. Et en fait, il m'a toujours soutenu l'air de rien. Donc moi c'est ça aussi, c'est d'avoir quelqu'un dans la famille qui était pas qui était pas régi selon les mêmes règles cérébrales et qui portait la création comme un élan vital, quoi. Ouais. Et c'est quoi le rapport avec l'argent ? Bah, c'est que le rapport avec l'argent, c'est que t'es pas obligé d'en vivre pour que ça ait de l'importance, ou t'es pas obligé de gagner de l'argent. T'es pas obligé de gagner de l'argent avec ça. C'est que l'acte créatif doit exister en dehors de l'argent. Et que quand tu mets une pression d'argent sur tes créations, tu te fous dans la merde. Parce que ça dépend pas de toi et que je pense que ça raconte aussi pourquoi, à un moment donné, avant de dire oui à écrire ces histoires cette année, je me suis dit, je prends l'engagement de pas questionner ça. Pas questionner la somme, et que la somme ne viendra pas me dire ah non mais moi je mérite d'être payé beaucoup mieux pour raconter des histoires. Bah oui, je l'espère un jour, mais en tout cas moi ce qui compte en premier lieu c'est raconter des histoires et m'endetter. Bah je te le mais non, j'allais te dire, c'est ce que je te souhaite dans 10 ans, parce que t'es en train de c'est la première marche, quoi, finalement. Ouais, je sais pas où j'en suis dans l'escalier. Ah mais c'est vrai. C'est le frère de ton père qui non, c'est le mari de la sœur de ma mère. Ok. Voilà. Donc c'est côté maman. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Où il y avait un peu plus d'artistes, donc c'est ça. Ah bah cas, que lui. Que lui. Il y avait que lui. Trop bien. Tu m'as pas parlé de ta mère, justement, de son rapport à l'argent. On a parlé de ton père, mais... Ma maman, je dirais que elle a peur de manquer alors qu'elle a jamais manqué de rien avec mon papa. Elle est, mais après, bah fatalement, vu que elle ne travaille pas depuis que je suis née, elle dépend entièrement de mon père. Ce qui est quand même une relation à l'argent particulière, parce que du coup, oui, en effet, s'il lui arrive quelque chose ou s'il se sépare, elle doit, je sais pas ce qu'elle fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu troublant d'être aussi peu autonome financièrement. Tu l'as déjà parlé ? Ouais, bien sûr. Ah oui, parce que moi-même, moi, fatalement, dans mon choix radical, je suis pas très autonome, faut pas se mentir, quoi. Donc, fatalement que ça me questionne. Je me dis, mais est-ce que mon manque d'autonomie, c'est par rapport à elle ? C'est en rébellion par rapport à mon père de dire non mais en fait on peut travailler moins, on peut faire je peux être artiste et en même temps gagner ma vie. Donc les deux viennent me questionner dans mon rapport à l'argent, ouais. Et parce que j'ai peur de manquer, alors qu'au final je me débrouille toujours pour faire de l'argent. Et j'ai peur, bien sûr. Donc ouais. La peur de manquer d'argent, c'est terrible. En fait, non mais je sais, je viens de là, tu sais, donc. Je vois à quel point c'est tout le temps dans la tête. Tu sais, c'est en permanence là. Enfin, maintenant, ça va mieux pour moi parce que j'ai beaucoup bossé dessus, mais vraiment, je vois à quel point c'était là, c'était une petite voix en permanence. Puis en fait, l'argent est tout le temps là dans nos vies, en permanence, tout le temps. C'est dur de ne pas être en relation avec l'argent à un moment donné dans notre quotidien. Ah ouais, mais je vois pas. Enfin, ah ouais. C'est obligé. Enfin, je veux dire, c'est une question d'époque. Enfin, puis je vois pas comment on peut s'extraire de ça, quoi. On est sans cesse
face à ça? D'aller vivre dans une communauté ou d'un coup d'un seul. Non, mais c'est vrai qu'il est régi par le troc, mais ça veut dire sortir complètement de la société telle qu'on la connaît, quoi. Tu vois, ça, c'est un gros move pour le coup. Ouais, c'est ça, parce qu'après, moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse questionner ça dans une structure et en contact avec les autres. Enfin, tu vois, je me dis, si la solution, c'est d'aller s'isoler dans un système parallèle, bah, c'est pas vraiment se confronter à la question, c'est la fuir, tu vois. Oui, ou alors de se dire, je change complètement de paradigme. Ce qui est possible aussi. Hein. Ouais. Choix radical, comme tu dis. Moi, ça dépend vraiment de la posture. Moi, je crois que si je faisais ce choix radical, ce serait vraiment pour mettre le truc sous le tapis, quoi. Ouais. Donc bon. Parlons de mettre le truc sous le tapis. Non, merci. On n'en parlera pas. Non, sûrement pas. Donc, revenons un petit peu, si tu veux, sur ce parcours thérapeutique et justement, tu vois, à un moment donné, c'est marrant que tu viennes remettre l'argent, tu vois, sur le tapis. Tu aurais très bien pu choisir de ne pas faire ce calcul-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir te dire, ok, en fait, combien j'ai dépensé? J'étais fauchée. Et donc, je me suis dit, mais en fait, j'ai essayé à un moment donné de me regarder en face et de voir où était parti l'argent. Et je me suis aperçue que oui, j'avais passé les 3/4 de mon temps à me réparer et donc à moins travailler aussi et à être en thérapie. Et je crois que c'est venu aussi finalement du message du podcast plus global, c'est que c'est difficile de voir combien d'années et combien de temps et combien d'argent j'ai dépensé en thérapie. Quand tu mesures un peu la cause de départ de tout ça et tu te dis, mais en fait, il y a un endroit où c'est déséquilibré. Bon, c'est peut-être dur à dire, mais j'ai quand même... Les chiffres sont un peu derrière moi aussi. Les chiffres qui concernent l'appel à l'aide chez les hommes et les femmes, il n'est pas tout à fait le même. C'est prouvé par des chiffres que les hommes vont moins facilement chercher de l'aide extérieure, travaillent moins sur leur relationnel, sur leurs émotions. Et du coup, ça fait porter... ce coût à la relation, mais donc à celle qui s'en charge, et donc c'est vrai plus aux femmes. Plutôt aux femmes. Et je pense qu'il y a un peu ce message-là dans le podcast aussi, c'est me dire, mais en fait, j'ai choisi mes relations. Personne m'a forcé à être en couple avec certaines personnes, mais certaines relations ont pu me blesser. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça a merdé ou ce que je faisais de mal. Mais est-ce qu'on a partagé le prix des séances? Pas du tout. Et est-ce qu'il mesure à quel point j'apportais une intelligence émotionnelle dans la relation? Je ne crois pas non plus. Et je pense qu'en fait, ce chiffre, c'est vrai que je l'ai mis en relation. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne regretterai jamais d'avoir dépensé cet argent en réparation. Et j'ai l'espoir, évidemment, que ça m'amène des relations qui soient plus saines pour moi ou plus équilibrées. Mais néanmoins, je me dis, mais en fait, on est beaucoup de nanas à payer le prix du manque d'intelligence émotionnelle. Enfin, de l'égalité des sexes en matière d'intelligence émotionnelle. Et ouais. Oui, c'est clair. C'est un vrai gros sujet. Et en fait, comment dire, j'ai du mal à... Et pourtant, j'en ai entendu plein, tu vois, parce que je fais histoire de daron, je fais histoire de mec. Donc, crois-moi, les gars... Alors déjà, ceux qui viennent souvent... oui, c'est ça, ils sont déconstruits. Ils ont déjà un peu... oui. Déconstruits. En tout cas, ils ont taffé. Oui. Non, mais déconstruit, je sais pas ce que vous avez dire déconstruit, tu vois, je ne sais pas quoi faire de ce terme. Mais bref, en tout cas, j'en ai entendu plein. Et en fait, je vois bien à quel point il y a un avant-après à partir du moment où il commence à ouvrir cette porte, cette boîte de Pandore, tu sais, qui est la thérapie. Je me souviens d'un gars en particulier dans l'histoire de Daron qui était clairement en dépression postpartum, tu vois, et qui était incapable. Il me dit ça, enfin tu vois, il me raconte tout ça et à la fin du podcast, il me dit comment tu crois que je vais? Je lui dis bon, pas bien, ça c'est sûr et certain, mais quand est-ce que tu vas voir quelqu'un pour t'aider? Et il me dit tu sais, j'ai une liste de 3 psys là, ça fait 6 mois que j'ai dans ma poche et en fait j'ose pas. Et j'étais là, vas-y, en fait. Et il y est allé, parce que je lui ai dit, vas-y. Il y avait ce truc aussi un peu bizarre c'est le moment d'y aller. Mais parce que je lui disais, mais pourquoi t'en as jamais parlé à personne? Il dit, parce que j'ose pas en parler avec mes amis, avec mes potes, avec mes amis mecs, quoi. Et en fait, je comprends aussi que ce soit impossible de comprendre à quel point
cette porte que tu n'oses pas ouvrir va t'ouvrir plein d'autres portes parce que c'est, comme je disais, une grosse boîte de Pandore, Ouais, quoi, tu vois. c'est infini. Donc ouais, 50 000 balles donc, Bah ouais. comme tu dis, pour te réparer. Pour me réparer, pour aider à mieux gérer mes émotions, pour justement aider à mes relations. C'est-à-dire que je voyais bien qu'il y a aussi mon hypersensibilité, elle est compliquée parce que quand j'ai une joie, elle est énorme. Alors c'est trop bien. Franchement, soyez avec moi quand je suis en joie. Mais après, quand je suis en stress, en doute, en angoisse, c'est aussi énorme. Donc je suis pas une ligne droite, je suis une espèce de ouais, j'ai des pics quoi. J'ai des pics et donc il m'a fallu le temps d'appréhender ça pour que ça n'ait pas des répercussions négatives autour de moi. Pour que les autres soient pas là pour réceptionner mes poubelles mentales en fait. Mais ouais, je sais pas s'il fallait mettre autant d'argent là-dedans pour découvrir ça. Mais j'ai. En tout cas, c'était ton chemin. Ouais, Quoi. c'était ça. Et il a fallu beaucoup de temps pour réussir à comprendre quelle était l'origine de tout ça. Donc. Think enterprise software is too costly, too complex, and takes too long to get up and running? Think again. Workday Go makes simplifying your small or mid-sized business simple. HR and finance together on one powerful AI platform right at your fingertips. Workday Go gets you live fast and fits the needs of your business. Find out what Workday Go can do for you. Go with Workday Go. On vous spoil pas, hein. Non, vous irez écouter le podcast. non, vraiment pas. On vous raconte pas la suite. Non, et puis surtout, en plus, je pense que l'origine, elle a peu d'importance, finalement. Enfin, comment dire? Non, c'est important, mais ça pourrait être tout autre chose. Pour moi, chacun recèle ses petits et grands traumatismes. Et donc, faire autant de thérapie, c'est aller chercher toutes ces bribes de moments dans ta vie où t'as commencé à vraiment imposer des croyances, et des empêchements à ce qui compte vraiment pour toi. Et où tu commences à foutre en l'air ta relation, quoi. Et ça vient très jeune, mais finalement, on s'en fout de ce que c'est, je crois. Ouais. Tu parles de boulimie thérapeutique, carrément. Je crois que c'est dans le podcast que tu parles de ça, carrément. Tu dis, ok, en fait, je pouvais pas m'arrêter parce que t'as vraiment, enfin là, on dit 50 000 euros, dans l'absolu, ça veut rien dire, mais en fait, t'as tout testé, Ouais, quoi. j'ai testé plein de trucs. En fait, c'était grand chose que t'as pas non, mais testé. parce que rien n'était suffisant. Si tu veux, j'avais une espèce de souffrance invisible que je comprenais pas. Moi, j'avais envie de redevenir quelqu'un de léger, de naïf, alors peut-être aussi un peu d'irresponsable. Et donc, On revient à l'argent. bah donc, oui, c'est bien ça sûr, ça joue aussi. C'est en fait tromper son psy avec autant de gens, c'est suspect quand même. Il y a un truc où tu vois, tu changes. On fait son psy. Et oui, tu vois, tu passes ton temps à chercher le remède miracle, à raconter que tu vas pas bien, mais donc du coup tu t'identifies et tu fixes un état. Et donc il m'a fallu le temps aussi de découvrir que je payais des gens pour m'écouter rester au même endroit, et je pense qu'on est nombreux aussi. Enfin, il y en a pas mal aussi qui payent un psy chaque semaine pour vraiment juste supporter des choix mauvais et pour ne pas en changer, tu vois. Donc il y a un endroit où je faisais ça, et puis à un moment donné je me suis dit bah meuf, il va falloir prendre la responsabilité aussi. Si t'es pas heureuse là où tu es, bah il faut en changer, il faut changer de mec, faut changer de boulot, faut si mon acte créatif est plus important, bah faut accepter que les revenus seront moindres, et voilà. Et donc à partir de là, il m'a fallu du temps aussi pour grandir dans ma complainte. Il y avait quelque chose d'une souffrance qui était légitime au départ. C'était pas une invention. Il y avait vraiment des symptômes à guérir et tout. Mais il y a un moment où quand même il y a un truc où je donnais mon pouvoir à l'extérieur, je donnais mon pouvoir créatif et mon pouvoir d'action à mes thérapeutes. Ça m'arrangeait bien. Du coup, j'étais un peu en zone d'attente. Et il y a un moment où il a fallu que je reprenne ma réalité en main et que j'actionne ces grands rêves dans la matière. Donc c'était sortir de cette aide extérieure, retrouver un espèce de pouvoir intérieur et me dire allez, on y va en fait. Mais ça prend du temps, je crois, tout ça. Ça prend du temps de changer. Enfin, ça prend du temps de poser un choix radical de changer. Et l'argent est encore au milieu, comme tu dis. Ouais. Oui, d'office.
l'argent est là, parce que d'une part, rentrer par an, ça te coûte quelque chose. Et puis par ailleurs, je suis un peu triste que ma reconversion ce soit pas trader, tu vois, parce que là, si tu vois, mon changement de vie avait été, en fait, je me raconte depuis que je suis toute petite que je vais être journaliste, mais en fait, c'est trader qui me fait rêver. Ce serait peut-être pas la même chose. C'est vrai que mon choix de reconversion, il était peut-être un peu risqué, quoi. Parce que c'est des sphères où il y a beaucoup de gens qui souhaitent la même chose, et il y a peu d'élus et il y a peu de gens qui en vivent. Donc c'est accepter de partager ton temps entre des sources rémunératrices et des sources de plaisir créatif, quoi. Tu regrettes d'avoir dépensé ces 50 000 euros? Je te disais juste avant là que j'ai interviewé il y a pas très longtemps Michel qui raconte qu'il avait investi, je sais plus, 17 000, 20 000 $ au Canada en thérapie, et qu'il était trop heureux et qu'il disait en fait je ne veux pas redevenir l'ancien moi, rendez-moi ces 20 000 $ et je redeviens l'ancien moi malheureux, j'en veux pas, quoi. Non, je regrette pas. Et toi? Vraiment pas. Je regrette absolument pas. Mais néanmoins, je vous enverrai une petite cagnotte Litchi si vous voulez. Non, je regrette zéro. Allez acheter le livre. Oui. Allez acheter. Parce que là, pour le coup, parce qu'en plus, tu gagnes pas de sous sur les écoutes du podcast. Mais bon. Zéro. Mais pour le bouquin, oui. Pour le bouquin, je gagne 1 € par ouvrage acheté. Mais une fois l'avance sur recette remboursée. Oui. On a le temps, quoi. Pour les gens qui savent, effectivement, tu gagnes une avance de droit à la signature, et puis après tu gagnes en plus, quoi. Oui, c'est ça. Mais non, je regrette rien. Je regrette aucun des stages que j'ai faits. J'ai vécu des moments géniaux. Des rencontres formidables, des discussions, Franchement, ça a illuminé ma vie, ça m'a permis de redécouvrir ce qu'était la joie, l'émerveillement. Ça m'a donné du recul sur les moments d'angoisse, sur mes peurs liées à l'argent. Donc, je regrette zéro d'avoir fait tout ça. Non, mais jamais de la vie. C'est trop bien. T'es encore en thérapie aujourd'hui? Tu fais encore des stages et tout, ou alors tu t'es un peu calmé? J'essaie de me calmer. Mais là, franchement, j'ai une liste d'attente. J'ai une liste d'attente de choses que je voudrais refaire. Très envie. Refaire, continuer, tu vois. J'aimerais aller sur une île au Japon où t'as des arbres avec des esprits. Enfin, moi, il y a trop de trucs. Faut aller faire des câlins aux arbres japonais. Ah ouais, alors ça, c'est le rêve absolu. Mais peut-on trouver un truc plus difficile à financer? Mais non, il y a plein de choses. Bah oui, parce que après, ça, c'est mon esprit curieux. Moi, si je pouvais me former à tout, je le ferais aussi, quoi. Je trouve que l'endroit d'apprentissage, mais j'ai quand même continué. J'ai pas arrêté. Là, je me suis formée au cercle de parole. C'est magnifique. J'ai fait une retraite. J'ai fait une retraite consacrée à l'utérus en mars dernier. Tu vois. Donc en fait, j'essaye d'espacer parce qu'en fait, mais il y a quand même des moments où en fait c'est un tel refuge aussi qui te permet de revenir à la ville et au travail. C'est des moments mentaux qui moi me permettent de retrouver de l'inspiration. Donc et puis aussi de me remettre en question. Et c'est vraiment important, je pense. C'est-à-dire, en fait, oui, parce que ce que j'entends derrière ça, c'est qu'il y a eu un moment donné où tu as eu besoin de te réparer. Là, j'ai l'impression que cette phase de réparation est terminée, ou en tout cas, tu as trouvé un petit peu le poteau rose et ça t'a permis de pouvoir passer un stade, et que là, aujourd'hui, tu es plus dans une phase d'exploration, quoi. D'exploration, d'apprentissage et de transmission. En fait, c'est ça aussi, l'écriture et les histoires que je raconte, c'est transmettre ces histoires et puis trouver les justes mots pour le faire. Il y a ce truc où j'ai envie maintenant de... Plein de gens m'ont aidé et si je peux me mettre au service d'autre chose, c'est cool aussi. Mais je pense que ce truc-là d'être au service de quelque chose, ça vient pas forcément de toi. C'est à un moment donné, les choses s'alignent pour que tout d'un coup on fasse appel à toi. Je dis ça parce que j'ai eu il y a quelques semaines un appel d'un ancien patron qui maintenant est directeur d'école et qui m'a proposé de donner des cours.
Et là, je me suis dit, mais jamais j'aurais été me proposer, moi. Je me serais dit, mais t'es qui pour donner des cours Enfin, je peux toujours me le dire, sur la sensation d'illégitimité, c'est toujours quelque chose que je questionne, mais tout d'un coup, quand il me dit, bah en fait, j'aimerais que tu viennes partager ton expérience, je me suis dit, ah mais trop bien, en fait. J'adore cette idée. Et je pense que ce sera raconté comment j'ai pas de cadre, en fait. C'est ça qui... Mais ce qui est des vraies histoires qu'il faut raconter le plus possible aux jeunes, quoi. Tu vois, Ouais. en fait, c'est possible de t'inventer ta vie en allant à droite, à gauche, en allant vers là où tu as envie d'aller, quoi. C'est primordial, en fait, d'expliquer tout ça à nos jeunes têtes blondes. Ouais, bah écoute, j'espère que je deviendrai leur prof préféré. C'est quoi tes projets à venir, Anso ? Eh bien, écoute, j'aimerais reprendre un peu des capsules assez similaires de l'entretien d'embauche. Il y a un moment où je faisais des capsules vidéo, je faisais passer des faux entretiens d'embauche à des personnalités, depuis un personnage de DRH hyper antipathique, qui posait des questions normales. Je mettrai ton Insta dans la description pour que les gens puissent aller voir ce que tu faisais. Bah ça m'amusait beaucoup parce que c'était des vraies interviews de success story, mais avec des questions un peu faussement connes et avec ce petit décalage qui est donc entre le sketch et l'interview. Et ça me plaît beaucoup. Donc j'aimerais revisiter ce concept aujourd'hui. Il est prévu une adaptation du podcast, enfin un podcast BD. Mais ça, je veux pas encore en parler. Mais ça me réjouit assez. Parce que moi, je suis, pour le coup, superstitieuse pour un truc, c'est que tant que je n'ai pas signé des choses, voilà. Oui, ça, t'as bien raison. Dans ce milieu, c'est bizarre, mais voilà. Là, je suis très réjouie parce que... Oui, ça pourrait être une bonne série télé, ça. Allez, bonne journée. Est-ce que quelqu'un a parlé? Je sais pas, moi je te dis ça. Je crois que ça pourrait être une bonne série. Non, il y a ça, et puis bah en fait moi j'ai envie, je me réjouis enfin je l'ai appelé 9, donc il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à écrire, quoi. Puis 10, 11. Non, et puis après j'aimerais aussi travailler la question de la mort. Voilà. Génial. Meilleure question. J'ai envie de travailler la question de la mort, mais de la même manière que j'ai fait ce podcast-ci, c'est la traiter avec un sourire aux lèvres, quoi. C'est mettre un sourire à des questions qui peuvent paraître plombantes. Ça, je crois que c'est ma force. Trop bonne idée. Tu sais que si j'avais que ça à foutre, j'aurais fait Histoire de mort depuis très longtemps. Ah, génial. J'avais interviewé dans Histoire d'Aaron une jeune femme qui me racontait comment elle avait voulu comment elle avait vécu elle la mort de sa copine, en fait, tu vois, qui était plus qu'une copine, c'était une amoureuse, tu vois, à l'époque, et comment ça l'avait plombée pendant l'adolescence, et de venir raconter en fait qu'elle avait voulu se suicider, etc. Et on avait fait cette interview dans le Père-Lachaise. Ah ouais, j'adore. Un peu glauque. On se balade dedans. Oui, bah écoute, je trouve que c'est un sujet génial dont il faut parler plus, quoi, tu vois, parce qu'on est vraiment nul en Occident. Enfin, tu le sais, hein, si t'as travaillé un peu sur le sujet, j'imagine, à quel point on est nul en Occident sur le sujet de la mort, quoi. Et attends, et c'est marrant, c'est que je vois, c'est marrant, il y a parce que j'ai déjà discuté de ce sujet, etc. Et j'ai vu à quel point, alors. En Belgique, il y a quand même, c'est ce que j'ai remarqué là, quand je parlais il y a une semaine, l'enterrement, l'euthanasie et tout, tous ces moments, tout le monde en France me disait alors comment ça va, la sortie et tout, et j'expliquais, je dis là franchement je suis ailleurs, je prépare l'enterrement de mon oncle, et il me disait ah là là mais quelle tristesse, mais il y avait rien de triste. Et en Belgique, il y a ce truc où on a une détente par rapport à, je crois, un petit peu plus. Je me disais, quand je voyais les messages ou quand j'ai pu questionner de manière journalistique avec des productrices la question de la mort, le malaise. Je dis, mais c'est pas malaisant, en fait. C'est trop beau de questionner ça. D'ailleurs, j'étais là, mais en fait, elles me prennent peut-être pour une drôle de zinze d'être très à l'aise avec ces questions-là. Et moi, je trouve que c'est tellement un moment de beauté, la mort de quelqu'un de proche. Bien sûr. De grande tristesse. C'est un beau passage. Mais c'est pas... Oui. Ah, voilà.
Moi, j'ai trop envie de mettre des fleurs là-dessus et d'aller vraiment épuiser cette question en écriture. J'y mettrai 2 explications de pourquoi les Belges sont plus détendus. Je crois que d'une manière générale, les Belges sont détendus. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Ils prennent les choses. Ils prennent les choses. J'ai l'impression de ce que je vois, c'est que les Belges prennent les choses avec beaucoup de recul, d'une manière générale, en tant que peuple, tu vois. Et je crois que c'est aussi l'influence anglo-saxonne, tu vois, beaucoup plus qu'en France, où on est peut-être un peu plus détendu avec les sujets de la mort, quoi. Ouais, je sais pas. Vraiment, c'est souvent on me pose la question. De l'extérieur. Ouais. Je sais pas. C'est vrai qu'on a un profil d'autodérision. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que l'autodérision, elle est dans mon sang depuis que je suis née, quoi. Bah oui. Que quand tu regardes un JT en Belgique et que tu regardes un JT en France, tu te dis mais putain, vraiment. Pourtant, c'est des journalistes. Hein, ils ont globalement la même formation, la même intelligence et tout, mais c'est pas raconté de la même manière, quoi. Il y a pas de bien ou de moins bien. C'est juste, tu vois qu'au niveau du ton, il y a un endroit, plus détendu. Ouais, un peu. Mais alors c'est bien parfois et mauvais dans d'autres, quoi, parce que on peut se ridiculiser, mais ouais, c'est plus souriant peut-être. C'est les 2 facettes, les 2 facettes d'une même pièce. C'est comme ça. Merci beaucoup, Anso. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Oui, tu m'avais dit que tu m'enverrais un petit billet et ta carte de banque. Je l'attends. J'attends. C'est faux, arrête de dire ça. Après, les gens vont croire que je paye les invités. Ça va pas la tête ou quoi? Non, franchement, j'ai rien à dire. J'ai peur d'avoir dit des bêtises. Bon, t'as pas dit de bêtises du tout. Je sais pas, c'est vrai que c'est... je pensais avoir un rapport méga libre à l'argent, mais c'est vrai que tu te dis, c'est toujours ça va toujours par des jeux de blanc et noir, quoi. C'est bizarre d'avoir une posture, parce que tu te rends compte en même temps que tu la questionnes. C'est vraiment bizarre, la question de l'argent. C'est très intéressant. Mais il y a tellement d'inconscient derrière. Ouais. En fait, il y a tellement de non-dits, il y a tellement de choses qu'on se refile sans vraiment s'expliquer pourquoi, de génération en génération. En fait, tu vois, ton père, il a ce rapport-là à l'argent, au travail, etc. Mais ça lui vient de son père, qui sans doute lui vient également de son... Et en fait, on se refile les casseroles en permanence. Et toi, à la fin, t'es là. Ah oui, donc c'est comme ça qu'on fait, très bien. J'avais pas compris. Oui. Mais ok, bon c'est très bien. Et c'est super. Je trouve que c'est hyper important de questionner sa sa relation à l'argent, mais ça nécessite aussi, comme je disais tout à l'heure, d'ouvrir des boîtes de Pandore, d'aller voir les darons, d'aller voir les aïeux, d'aller voir tout ça, quoi. Et puis surtout, c'est accepter. Enfin, moi, je me dis, là, j'ai à accepter. Et je le redis, à 40 ans, je me dis, j'ai pas encore trouvé mon parfait équilibre. Mais c'est me dire que c'est pas très grave. Est-ce qu'on le trouve un jour? Je crois pas. Je sais pas, j'ai quand même... Il y a des gens autour de moi qui ont trouvé leur système de fonctionnement, tu vois, qui est relativement... T'es sûr? En tout cas... Ou ils montrent qu'ils ont trouvé leur système. Ouais, peut-être pas, c'est vrai. En tout cas, moi je les crois, moi. Je suis un peu... C'est vrai que je remets pas en question, moi, quand j'ai l'impression que c'est plus équilibré, tu vois. Ouais, et après, c'est pas parce que c'est équilibré à un moment donné que ça finit pas par être déséquilibré, et puis voilà, quoi. C'est vrai. Tu sais, à 40 ans, hein, il s'en passe des choses. Oh là là. Oh là là. Merci Enzo, c'était super. Merci beaucoup. Je mettrai donc tous les liens pour aller voir ton travail, ainsi que d'aller écouter le podcast, ainsi que d'aller commander cette BD afin de rendre Anso 1 euro plus riche à chaque fois. Merci beaucoup. Merci pour elle. Merci. Oh, l'angoisse. Allez, à plus. Bye. Tu vas accrocher ou quoi? Only Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only.